nous, Pauline, qui reste captivée, elle, par la magie et par l'ivresse du rhum, fut-il corsé. On l'accueille. Amis, gars et grisés de la marine, bonsoir. Bon alors avant de commencer, je tiens à préciser que cette chronique n'est pas le fruit de mon imagination, mais sort tout droit de la cave, enfin de la caboche de Gilbert. Oui, il m'a écrit samedi matin, je cite, « Tiens, je verrais bien une chronique sur la griserie, voire l'ivresse du rhum. » Et il n'a même pas ajouté l'injonction politiquement correcte à consommer avec modération, bien sûr. Non, non. Et encore, je ne vous ai pas lu le début du message qui dit « Pas facile d'échanger avec ton répondeur, message oral confus, désolé. » Mais bien sûr, Gilbert, je ne veux pas savoir ce que tu as fait vendredi soir, mais bon, je vais essayer quand même de faire un lien avec le café de la marine. D'ailleurs, si vous avez une paire de pagaies, Alain, je suis preneuse. Bon, alors le rhum. Le rhum, c'est le trésor des pirates, c'est l'or noir des colons, le nectar des amoureux de la mer. C'est l'encre qui a écrit les plus belles aventures marines. C'est un trait d'union entre deux mondes. Une gorgée de rhum donne des envies d'ailleurs, 2 gorgées de rhum et on est déjà aux Antilles, 3 gorgées, on en veut une 4e. C'est ça l'ivresse du rhum, qu'on pourrait comparer à une compétition sportive, à une course de bateau, tiens. Oui, quand ils abusent du rhum, le buveur et le skipper sont pris d'une soif intarissable de conquérir le monde, de relever des défis complètement fous comme traverser en solitaire l'océan entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre en 7 jours, par exemple. Une fois couché sur le bar ou debout à la barre, le buveur enchaîne les shooters comme le skipper avale les milles. L'horizon s'ouvre à eux, ils sont les seuls maîtres à bord et à rabord. Rien ne peut les arrêter, à part une avarie de pièces ou de cartes de crédit. En pleine descente, le buveur et le skipper perdent le sens des réalités. L'un fait une déclaration à son verre, tandis que l'autre parle au poisson volant, dirait de Kersozon. Quand la démarche devient chaloupée et que les organes se soulèvent, là, c'est le passage crucial de l'ivresse, le tournant de la première tournée. Soit on émerge pour une deuxième, soit on sombre dans les profondeurs de l'inconscient ou de l'océan. Et puis, il n'y a pas de rhum pareil. On est surpris parfois. Un doux arôme peut révéler un goût très épicé, comme la cuvée 90 Made in Florence Artaud. Il y a bien sûr des rhums qui grisent plus que d'autres, des cuites mémorables dont on ne voudrait pas se souvenir. Vous savez, des tournées qui commencent à 18 et se terminent à 3. Mais ceux qui y résistent ne sont pas forcément ceux auxquels on s'attend. Qui aurait cru que le petit Mozart de la voile qui traînait une gueule de bois depuis son chavirage 8 ans plus tôt allait enfin s'enivrer, ou plutôt s'enrhumer, en 2010 ? Et oui, car qui veut tester l'ivresse du rhum, sait qu'il doit avoir le foie et la foi bien accrochés. C'est pour ça qu'on ne s'y jette que tous les 4 ans généralement. Car si vous survivez à l'ivresse du rhum, vous connaîtrez alors l'ivresse du champagne. Bon allez Gilbert, un dernier pour la route ? On a tellement travaillé à Saint-Malo.